Bon après-midi. L'écu, c'était la bonne période. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ce n'est plus tout à fait la même chose maintenant. Ça, c'est une des pages de garde du Economist qui illustre un peu la situation d'il y a à peu près un mois et demi. Ça, c'était la Grèce, le talon d'Achille de l'Europe. Je trouvais que c'était très approprié. Et maintenant, on a raté de ça, hier, la fin de l'euro. Hein. Si la Cour suprême allemande avait dit quelque chose de différent de ce qu'ils ont dit, aujourd'hui, il n'y avait plus d'euros. Les marchés s'en seraient occupés. L'argent, les crises, les deux choses vont bien ensemble. Voici mon plan. Vous avez, quand on parle de crise, on parle toujours de la dernière crise. Et on vous explique toujours ce qui est différent. Ce que je vais faire, c'est l'inverse. Ce qu'il y a de commun à toutes les crises dans le domaine monétaire et financier. Et ça, on n'en parle pas. Je pense que les grands changements structurels dans l'histoire, j'ai étudié 5000 ans d'histoire monétaire, et je n'ai jamais trouvé un changement préventif. Les changements ont lieu après l'écroulement du système précédent, et puis on construit autre chose. Il y a une raison pour ça, c'est à voir avec le pouvoir. Je crois que l'opportunité existe dans l'ambiance actuelle de créer un autre système qui crée davantage de la coopération plutôt que en plus, je dirais, en plus de la compétition. On a entendu parler beaucoup de compétition, et c'est une monnaie, la monnaie officielle, la monnaie normale, est très compétitive. Il y a moyen de créer des monnaies qui créent la coopération, et je crois qu'on en a besoin. J'ai enfin une proposition spécifique pour Planète Finance. Voilà. D'après les statistiques du Fonds monétaire international, nous avons eu 425 crises systémiques depuis 40 ans. Ça fait 10 par an. 10 pays qui passent par une crise de nature systémique. Là-dedans, il y a 145 crashs bancaires du genre que nous avons eu en 2008. Il y a eu 208 crises monétaires, comme nous avons failli avoir hier. Et il y a 72 crises de dette publique, comme il y en a une en Grèce. La série n'est pas terminée. Je peux vous garantir ça à 100%. Pas parce que j'ai une boule de cristal meilleure que d'autres, mais parce que nous avons maintenant une explication de ce qui se passe, une explication scientifique. Pour la première fois, nous sommes capables de mesurer de façon quantitative la durabilité d'un réseau complexe de flux. N'importe quel réseau complexe de flux. Et il y a, pour qu'il soit durable, pour qu'il soit viable, il y a un équilibre entre deux variables émergentes d'un réseau complexe, l'efficacité, c'est-à-dire la capacité d'un système de processer du volume, et la résilience, c'est-à-dire la capacité du système de s'adapter à des circonstances nouvelles, à une attaque, à une maladie, à une sécheresse, si vous parlez dans un domaine naturel. Voilà comment l'équilibre se trouve dans un écosystème naturel. Vous avez clairement l'efficacité est un tiers de ce que représente la résilience. Qu'est-ce que nous faisons dans le domaine monétaire? Exactement l'opposé, et en fait pire. La résilience ne fait même pas partie de l'analyse. On ne la mesure pas.
Maintenant, ce qui est intéressant, quand je parle d'écosystème naturel, vous dites que ça a à voir avec l'économie. Eh bien, ils ont tous les deux des systèmes de flux complexes. Et nous avons la grande chance que l'efficacité et la résilience sont en fait fonction de deux variables structurelles. Structurelles veut dire qu'ils dépendent que de la structure du réseau. Par conséquent, ce que nous apprenons dans la nature est d'application directe, dans d'autres domaines, deux systèmes de flux complexes de même structure agissent de la même façon. C'est la diversité et l'interconnectivité. L'interdiversité, je vais vous montrer un exemple. Voilà une diversité élevée, une forêt tropicale. Voici une photo d'un écureuil dans Central Park à New York. Il bouffe n'importe quoi, y compris des choses qu'il n'a jamais vues dans la nature depuis 50 générations. Quoi. Bon, ceci, c'est une monoculture, une diversité basse. C'est très efficace, ça pousse très vite. C'est la manière la plus rapide d'avoir beaucoup de biomasse en un an de temps. Mais une allumette, il n'y a plus rien. Et ce panda, c'est très sympathique. Il a le mauvais défaut de manger qu'un seul type de bambou, interconnectivité très basse. Malgré le fait qu'il est joli, il a peu de chances de survivre. Bon, je dois insister que quand je compare un écosystème naturel avec le système monétaire, ce n'est pas une métaphore. C'est une analyse de stabilité, de structure. Donc ce n'est pas une opinion ce que je donne. C'est aussi fondamental que la gravité. C'est même plus fondamental que la gravité, c'est l'entropie. Bon, qui explique la gravité. Donc, ça s'applique à tout système de même structure. Bon, ça comprend évidemment la biomasse dans un écosystème. Nous avons des centaines, des milliers d'écosystèmes naturels qui ont été évalués dans des climats différents, des tailles différentes, depuis les plaines de Serengeti en Afrique jusqu'à une petite flaque dans une basse-cour quelque part. Tout ça sont des écosystèmes naturels. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'être durables. Sinon, ils ne seraient pas là. Et alors, qu'est-ce qu'on a pu découvrir? Les conditions de structure de cette durabilité. Et ça s'applique à des électrons dans un circuit électrique. Vous vous souvenez des blackouts aux États-Unis et en Allemagne? Précisément les pays qui étaient, au point de vue ingénieur, les plus raffinés, ils avaient poussé trop loin l'efficacité. Nous faisons la même chose dans le même monétaire. L'information dans un système immunitaire, dans votre corps. Certaines maladies sont des problèmes d'information dans un système immunitaire. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une économie? C'est un système de flux complexe dans lequel circule l'argent. Résultat, voici ce que nous avons découvert. Il y a la chance d'avoir un seul optimum. Je dois vous dire que ce graphique est une simplification, c'est en fait un objet de 4 dimensions, mais comme nous avons une capacité limitée de penser en 4 dimensions, je l'ai simplifié de façon à pouvoir le présenter en 2. Il y a un seul optimum, et quand on dévie, si vous voulez faire de l'efficacité, vous réduisez la diversité et l'interconnectivité, et quand on en a trop de diversité, on a également un problème. De ce côté-ci, ça va vers une fragilité, une rupture soudaine. C'est comme, je dirais, une Formule 1, ça roule très vite, mais vous avez un caillou de cette taille-là sur la route, et il n'y a plus rien. C'est très efficace, mais pas de résilience. Par contre, si vous avez trop de diversité, plus rien ne se passe. C'est assis là. Stagnation. Qu'est-ce que nous avons découvert? Qu'il y a une fenêtre de viabilité dans tous les écosystèmes naturels. Il faut, autour de l'optimum, on a une variation, tous les systèmes se trouvent dans la même rangée. C'est-à-dire que il n'y en a aucun qui est une monoculture. Hein? Ça n'existe pas. Hein?
un système de réseau complexe, c'est-à-dire qu'une monoculture n'existe pas pour être durable. Bien. Que se passe-t-il lorsque un écosystème est détruit? Supposons que je lâche une bombe atomique sur une forêt quelque part. Vous revenez 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard, vous avez trouvé une autre forêt ou une autre savane, dépendant un peu des circonstances. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé, tout à coup, on se trouve devant une grande diversité, mais très inefficace, et ça remonte lentement, au cours des années, jusqu'à ce que ça rentre de nouveau dans la fenêtre des viabilités. Voilà comment on fonctionne dans un écosystème naturel. Qu'est-ce que nous faisons dans le domaine monétaire? Notre système monétaire est une monoculture, il se trouve là. C'est très efficace. Hein? Je prétends que le système bancaire est trop efficace. C'est très difficile à comprendre. Le volume des échanges, par exemple de monnaie, atteint 50 fois le produit national brut de l'ensemble du monde. C'est très efficace. Mais, ça se trouve là, à cause d'être une monoculture. Il y a une seule. Toutes les monnaies nationales du monde ont le même système. C'est-à-dire, elles sont créées par des dettes bancaires. Bon. Le même type d'institution, et on doit les réglementer, donc ils sont des photocopies l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un truc comme ça? Toutes les réformes dont on parle adressent, pour moi, un faux problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer le système. Mais je dis que quand vous avez fini de l'améliorer, vous allez encore avoir des crises. Ça fait 300 ans qu'on joue avec le système et qu'on ne parvient pas à le stabiliser. 300 ans, au moins, dans le système moderne. C'est une monoculture. Voilà le problème. Et on nous a enfoncé dans le crâne qu'il faut nécessairement une seule monnaie par nation. Impensable d'en avoir plusieurs. C'est là où se trouve la faiblesse. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand il y a un crash monétaire? Exactement comme dans un système naturel, on passe de l'autre côté, et là, on trouve fragmentation, tout devient monnaie, une troc. Je parle maintenant des crashs sérieux, hein, du genre 29, du genre de l'Argentine, en 2000. Et qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, dès que l'on peut, on retourne au monopole. Au résultat des courses, ben, on fait ce petit tour 425 fois en 40 ans. Et on va continuer de le faire tant qu'on reste dans ce système. Je ne sais pas ce qu'il faut pour réveiller les gens, mais ça semble impossible de comprendre. C'est un sujet tabou. Bon. D'autres monnaies existent déjà. En 1984, il y en avait deux. Un en Suisse, le WIR, qui existe depuis 75 ans, et qui s'est révélé, qui a été prouvé comme étant le secret de la stabilité de l'économie suisse. Hein. Bon. Je peux vous fournir les références. Ça, ce sont des systèmes de nature coopérative. Il y en a au plus de 5000 actuellement, que je suis. Voici un exemple en Allemagne, dans Bavière. Si je joue pour 600 entreprises et 20 000 participants. Ça, c'est le Time Dollar qui a été créé par mon ami Edgar Kahn aux États-Unis. Il existe dans 15 pays. Les banques de temps. Ça, c'est l'Edgar Hour dans l'État de New York. Quelques exemples au Japon, de basse technologie. Voici un système de haute technologie avec des cartes bancaires, exactement comme nous avons pour l'argent normal. Ceci est l'inauguration à Yamato. Vous voyez, tout le truc est en japonais, sauf Love. Local Value Exchange. Monsieur Attali avait dit, pendant le déjeuner, que le signe clé serait lorsque les entreprises vont au-delà de ne pas démolir, mais commencer à reconstruire. Je crois que ça s'applique sur Planète Finance. Planète Finance peut créer un outil qui aiderait la pauvreté mieux que ce qui est possible maintenant dans les monnaies nationales.
Imaginez que ceci est en fait la caisse d'épargne d'un village. Vous avez 100 000 arbres, vous avez 100 000 actions, et ces actions ont été utilisées pour payer les gens pour travailler. Et évidemment, au fur et à mesure que les arbres grandissent, ils changent de valeur. Donc on a une courbe naturelle. Au début, c'est 1 jour pour une action, mais ça vaut, une action arbre vaut 14 jours après 20 ans. Donc on réduit au fur et à mesure. Ce serait un instrument d'épargne qui serait indépendant des inflations nationales ou des crashs monétaires et qui a un avantage écologique en plus. On pourrait reforester la planète avec une caisse d'épargne. Le microcrédit est très bien, la micro-épargne, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas là où on va d'habitude. On parle d'habitude beaucoup plus de microcrédit que de micro-épargne. Ceci serait un instrument pour le faire. Pour conclure, je crois que la planète est entre nos mains. Je crois que ce qu'il faut, c'est un équilibre entre les jeux compétitifs de l'argent normal et les valeurs féminines d'une monnaie coopérative. Il faut les deux. Les soviétiques ont essayé de planifier une économie sans compétition. Ce n'est pas une bonne idée. Nous essayons de faire une économie sans coopération. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut les deux. Il faut les valeurs masculines et féminines en équilibre. Cela est maintenant technologiquement faisable. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un bouquin qui est sorti fin de l'année passée, qui traite de la psychologie collective des monnaies. Pourquoi est-ce que le thème de monnaie est un tabou? Donc aujourd'hui, c'est amusant parce que il est davantage inapproprié de demander à quelqu'un combien d'argent il a et d'où ça vient, qu'avec qui il a couché la nuit passée. Il fut un temps où c'était au même niveau. Ce livre-là explique ce phénomène. Le deuxième livre, qui est sorti en mai cette année-ci, il y aura une version française cet automne, chez Odile Jacobs. Je vous remercie infiniment pour votre attention.